Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple après-midi de shopping dans une boutique de luxe du centre-ville, alors que je cherchais un cadeau de mariage, allait totalement briser ma vie et celle de ma famille. J'étais debout au milieu de la foule, tenant entre mes mains un élégant cadre en argent massif que j'avais soigneusement choisi pour le grand jour de ma fille, Léa. Elle se mariait dans à peine 3 jours et je voulais lui offrir quelque chose de symbolique, de durable. Soudain, mon téléphone a vibré dans ma poche, m'indiquant un message provenant d'un numéro inconnu. Les mots qui se sont affichés sur l'écran ont glacé mon sang, ne va pas au mariage. Fuis. Je suis resté là, figé comme une statue. J'ai d'abord pensé à une plaisanterie de mauvais goût, une blague cruelle juste avant le plus beau jour de la vie de ma fille. Sans réfléchir, j'ai composé le numéro, prêt à confronter l'individu derrière ce message. Un homme a décroché, d'une voix basse, tremblante mais terriblement sérieuse. Marc, si vous aimez vraiment votre fille, ne laissez pas ce mariage avoir lieu. Il connaissait mon nom. Cette simple phrase a fait basculer mon univers en un instant. Bonjour à tous, bienvenue sur L'envers du décor, la chaîne où nous partageons des histoires de vie poignantes, des vérités familiales percutantes et des rebondissements inattendus. Si vous aimez ces récits authentiques, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Restez bien jusqu'à la fin, car ce qui va suivre est d'une intensité rare. Je suis sorti précipitamment du magasin, le cœur battant à tout rompre, et j'ai pressé le téléphone contre mon oreille. L'homme s'est présenté sous le nom d'Alexandre. Il a expliqué qu'il travaillait étroitement avec mon futur gendre, Thibaut. Sa voix transpirait la peur, comme s'il risquait tout en me parlant. Il m'a dit qu'il avait vu des choses que je devais savoir avant qu'il ne soit trop tard. J'avais du mal à respirer. Léa n'avait que 24 ans, elle était éperdument amoureuse et préparait ce mariage de rêve. Depuis des mois. Elle rayonnait de bonheur chaque jour. Comment pouvais-je lui annoncer qu'un inconnu me mettait en garde contre l'homme qu'elle aimait? Mon esprit s'emballait. J'ai convenu de rencontrer Alexandre dans une petite brasserie discrète à l'autre bout de la ville. Mes mains tremblaient sur le volant pendant tout le trajet. En entrant dans le café, j'ai aperçu Alexandre assis dans un box au fond, l'air nerveux, surveillant sans cesse la porte. Il n'a pas perdu de temps et a fait glisser une petite clé USB sur la table vers moi. Prenez ça, a-t-il chuchoté, ne l'ouvrez pas chez vous devant qui que ce soit. Et surtout, ne dites rien à Léa pour l'instant. Regardez d'abord tout ce qu'il y a dessus. J'ai pris la clé, l'estomac noué par l'angoisse. Ce soir-là, après que ma femme Isabelle se soit enfin endormie, je me suis enfermé seul dans mon bureau avec mon ordinateur portable. Dès que j'ai ouvert les fichiers, mon cœur a sombré. Il y avait des photos, des messages privés, des relevés bancaires et des documents officiels qui dressaient un portrait terrifiant. Thibaut n'était pas l'homme que nous pensions connaître, loin de là. Ce que j'ai découvert cette nuit-là m'a secoué au plus profond de mon être. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube à éplucher chaque dossier. Ce que j'ai trouvé m'a donné la nausée et m'a mis dans une rage folle. Thibaut s'était déjà marié 2 fois auparavant, et les 2 unions s'étaient terminées de façon brutale et soudaine. Ses ex-femmes refusaient de parler de ce qui s'était passé. Il y avait d'anciens rapports de police mentionnant des violences conjugales. Mais les plaintes avaient mystérieusement disparu. La découverte la plus douloureuse fut une série de messages récents entre Thibaut et une femme nommée Sandrine, envoyés seulement 2 semaines plus tôt. Dans ces échanges, il écrivait « Dès que j'aurai touché l'argent du mariage, j'arrêterai de faire semblant avec cette fille naïve et son père plein aux as. » Il prévoyait d'utiliser ma fille et nos économies familiales comme un ticket de sortie vers une autre vie. Dormir était devenu impossible. Le lendemain matin, Léa est descendue, pleine d'énergie,
fredonnant un air joyeux tout en me montrant différentes options de composition florale sur sa tablette. Elle était si belle, si impatiente, parlant sans arrêt des détails de la cérémonie. C'était ma petite fille, celle que j'avais protégée toute sa vie. J'ai dû forcer un sourire et prétendre que tout allait bien, alors que je mourais intérieurement. Chaque mot qu'elle prononçait sur Thibaut me brisait un peu plus le cœur. Plus tard, dans la journée, j'ai rappelé Alexandre. Il m'a donné encore plus de détails troublants sur le mode opératoire de Thibaut. Il charmait les femmes avec des paroles douces et de grands rêves, puis prenait lentement le contrôle de leur vie avant de vider leur compte. Une de ses ex-femmes avait perdu toutes ses économies. Une autre avait fini à l'hôpital. Je ne pouvais pas rester assis à attendre. J'ai commencé ma propre enquête. J'ai appelé l'entreprise où Thibaut prétendait travailler en me faisant passer pour un client potentiel et j'ai appris qu'il avait été licencié il y a 3 mois, et qu'il ne voyageait absolument pas pour affaires comme il nous le faisait croire. Chaque histoire qu'il racontait à notre famille n'était qu'un tissu de mensonges. Le même après-midi, j'ai revu Alexandre. Cette fois, il a apporté des enregistrements sonores. J'ai entendu Thibaut rire avec ses amis, se vantant de la facilité avec laquelle il dupait cette petite bourgeoise naïve et son père complètement à l'ouest. Ces mots m'ont coupé le souffle. Léa avait déjà transféré 30 000 € de nos économies familiales sur leur compte joint pour les frais du mariage. J'éprouvais un mélange de rage, de peur et d'impuissance. Comme jamais auparavant. Je savais que je devais arrêter le mariage, mais je comprenais aussi que si je racontais tout à Léa sans preuves irréfutables, elle risquait de se retourner contre moi. Elle était aveuglée par l'amour, et l'amour peut rendre même la personne la plus intelligente totalement crédule. Il me restait moins de 48 heures. Chaque minute était une torture alors que je tentais de paraître normal devant ma fille rayonnante tout en portant ce lourd secret. La veille du cocktail de bienvenue, j'ai atteint mon point de rupture. Après qu'Isabelle soit allée se coucher, j'ai demandé à Léa de s'asseoir au salon. Elle parcourait joyeusement des photos de destination de lune de miel sur son téléphone. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit doucement, « Ma chérie, je dois te parler très sérieusement. Il y a quelque chose de grave concernant Thibaut que tu dois savoir. » Son sourire s'est évanoui instantanément. Je lui ai d'abord montré les photos, puis les messages, et enfin j'ai lancé les enregistrements vocaux. Elle secouait la tête, incrédule. Les larmes inondant ses yeux, répétant que ce n'était pas possible, que quelqu'un essayait de détruire leur bonheur. Sur le coup, elle a appelé Thibaut. Il a répondu avec ce ton charmeur et confiant qu'il avait toujours. « Bébé, ne t'inquiète pas. Ton père est juste stressé par le mariage. Je viens tout de suite et on va tout clarifier. » Quand Thibaut a franchi la porte d'entrée et a vu l'expression sur mon visage, son masque de gendre idéal s'est fissuré un instant. J'ai aperçu l'homme froid et calculateur caché dessous. Il a tenté de tout nier, prétendant qu'Alexandre était un ancien collègue jaloux qui colportait des calomnies. Mais quand j'ai lancé l'enregistrement où il se moquait de nous, son visage est devenu livide. Léa a éclaté en sanglots et lui a demandé directement, « As-tu pris mon argent, Thibaut ?» Son long silence a été la réponse dont elle avait besoin. Le dîner de répétition a été annulé. Sur le champ, les appels des membres de la famille et des amis ont commencé à affluer, tous confus et inquiets. Thibaut a commencé à harceler mon téléphone. D'abord avec des menaces de poursuite, puis en passant aux pleurs et aux excuses désespérées, suppliant pour une seconde chance. Léa s'est enfermée dans sa chambre pendant des heures. Je suis resté assis devant sa porte tout ce temps, lui parlant doucement à travers le bois, lui disant à quel point j'étais désolé de ne pas avoir découvert la vérité plus tôt, lui promettant que je serais toujours là pour la protéger. Finalement,
Elle a ouvert la porte et s'est jetée dans mes bras, sanglotant comme lorsqu'elle était enfant. Je l'ai serrée fort, le cœur en miettes devant sa douleur, mais immensément soulagé que nous ayons arrêté ce désastre avant qu'il ne soit trop tard. Le matin qui aurait dû être le plus beau jour de la vie de Léa s'est transformé en l'un des plus éprouvants. Au lieu de se préparer pour la cérémonie, nous étions à la banque. Dès l'ouverture pour geler le compte joint, Thibaut avait déjà tenté de retirer une somme importante à 6 heures du matin, mais heureusement, la banque a pu bloquer les fonds après nos explications. Léa était une épave émotionnelle, passant des larmes à la colère noire. Mais j'ai vu une nouvelle force naître en elle. Elle a pris les choses en main et a appelé elle-même chaque prestataire, du traiteur au fleuriste, pour tout annuler. La plupart des gens ont été compréhensifs et bienveillants quand elle a expliqué la situation. Quelques-unes de ces demoiselles d'honneur ont même admis qu'elles avaient senti que quelque chose clochait avec Thibaut, mais qu'elles n'avaient pas osé interférer. Nous avons découvert plus tard l'intégralité de son plan d'horreur. Thibaut avait déjà réservé un aller simple pour l'étranger sous une fausse identité. Il prévoyait de vider le compte et de disparaître seulement 2 jours après le départ supposé en voyage de noces. Alexandre m'a contacté une dernière fois pour me dire à quel point il était fier que nous ayons réussi à stopper tout ça. Il m'a confié qu'il avait perdu sa propre sœur à cause d'un homme. Exactement comme Thibaut il y a des années, et que cette douleur lui avait donné le courage de m'envoyer ce message d'alerte. Léa est revenue vivre à la maison pendant plusieurs semaines. Nous avons passé de longues soirées sur la terrasse, à discuter pendant des heures, à pleurer quand il le fallait, et à commencer lentement à guérir en tant que famille. Elle m'a confié qu'elle se sentait honteuse et stupide de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs. Je lui ai pris les mains et je lui ai dit que l'amour n'est jamais stupide. Faire confiance à la mauvaise personne fait simplement partie de l'expérience humaine. Je lui ai rappelé à quel point elle était courageuse d'avoir affronté la vérité. Nous avons commencé à faire des marches quotidiennes ensemble, reconstruisant sa confiance petit à petit. La douleur était toujours présente, mais l'espoir d'un avenir meilleur l'était aussi. 3 mois se sont écoulés depuis cette semaine de cauchemar. Léa sourit à nouveau. Ce n'est plus le sourire exalté du mariage, mais un sourire plus calme, plus serein et authentique qui montre qu'elle est en train de se reconstruire. Elle a commencé un suivi avec un psychologue qui l'aide à traiter tout ce traumatisme. Nous avons également réussi à récupérer chaque euro qui avait été transféré. Elle a même ouvert un petit blog où elle partage ses conseils pour aider d'autres jeunes femmes à reconnaître les signaux d'alarme dans une relation avant qu'il ne soit trop tard. Thibaut a essayé de la recontacter une dernière fois depuis un nouveau numéro avec encore des excuses. Elle l'a bloqué immédiatement et a changé de numéro. Aux dernières nouvelles, il aurait quitté la région. En repensant à tout ce qui s'est passé, je suis convaincu que ce simple message d'un inconnu a sauvé l'avenir de ma fille, et peut-être même sa vie. Je n'ignorerai plus jamais mon instinct paternel quand quelque chose me semble louche.